Bonjour à tous, bonjour à toutes. On va démarrer ce webinaire. On va attendre encore quelques secondes que tout le monde puisse se connecter. Et on va pouvoir démarrer pour ce webinaire qui va durer 1 heure et durant lequel on va vous présenter les principales tendances de consommation qui ont été identifiées par nos équipes durant cette période exceptionnelle que nous avons vécue. Et surtout, on va se concentrer sur les tendances qui vont se poursuivre, qui vont survivre à la crise et qui vont, on va le voir dans cette étude, même s'accélérer, se renforcer et sur lesquelles vous devrez avoir un certain nombre d'actions pour s'y adapter le plus rapidement possible. Donc, si vous êtes d'accord, on va démarrer. Quelques petites informations avant de débuter sur le fait que cette étude, cette présentation, ce webinaire sera disponible en replay pour ceux qui le souhaitent, que nous pourrons également vous faire parvenir le support de présentation, si vous le souhaitez, si vous souhaitez travailler dessus derrière. Et puis, n'hésitez surtout pas à poser vos questions. Il y a un petit onglet qui s'appelle questions-réponses que vous pouvez utiliser en temps réel. Donc, n'hésitez vraiment pas à poser vos questions. On essaiera d'y répondre soit en temps réel, soit il y a un temps qui sera consacré à la fin du webinaire pour ça. Et puis, vous avez aussi le chat éventuellement que vous pouvez utiliser. Voilà, donc n'hésitez pas véritablement à interagir pour qu'on puisse répondre à toutes vos questions. L'objectif aujourd'hui, ça va être de vous présenter les tendances de consommation qu'on a identifiées. Avant de présenter, on va dire, les 5 tendances qui pour nous sont les plus importantes, on va vous refaire un petit contexte. Alors, on ne va pas vous refaire évidemment toute l'histoire de la crise du Covid, mais pour nous, c'est important de montrer que ces tendances, elles s'inscrivent dans un contexte économique, dans un contexte sociétal qui est évidemment extrêmement perturbé aujourd'hui. Et vous le savez, Seaways est également un cabinet d'analyse économique. C'est un enjeu pour nous, dès notre création, d'avoir monté cette structure pour que nos tendances, l'identification des principaux phénomènes qu'on va vous présenter ici s'inscrivent dans un contexte qui est le contexte économique que nous vivons. Et donc, c'est Jade, dans notre équipe, qui est économiste, qui va vous présenter ses principales hypothèses sur la reprise de l'activité, à la suite de quoi je vous présenterai donc les 5 grandes tendances que nous avons identifiées aujourd'hui dans les comportements de consommation des ménages. Jade, je te laisse la main pour cette première partie. Donc, bonjour à tous. Comme vous le savez, la crise liée à la pandémie de coronavirus a créé énormément d'incertitudes macroéconomiques. Cette incertitude est en train de se réduire, ce qui nous permet maintenant de présenter des prévisions macroéconomiques qui présentent beaucoup moins d'incertitudes qu'avant. Donc, en fait, on travaille chez Seaways sur un scénario central à moins 10% du PIB, une récession de 10%, donc c'est la plus importante récession depuis la Seconde Guerre mondiale. Et il y a des risques à la hausse et des risques à la baisse. Les risques à la hausse principaux, c'est le fait qu'on pourrait avoir un emballement relatif de l'économie avec plus de confiance qui revient plus vite, plus de confiance des entreprises et ainsi de suite, et ça pourrait nous amener à moins 9%. On a aussi un risque à la baisse qui est principalement une deuxième vague de l'épidémie. Cette fois-ci, on peut s'attendre à ce que cette deuxième vague ne déclenche pas de confinement, principalement parce qu'on maîtrise beaucoup mieux l'épidémie que lorsqu'on a dû faire le premier confinement en mars. On a des masques, des tests, des équipes, on connaît mieux le virus et ainsi de suite. Donc, on s'attend à ce qu'en cas de deuxième vague, on arrive à peu près moins 12% de récession. Notre hypothèse centrale, donc de moins 10%, elle est un peu plus optimiste que celle de la moyenne de la place. On va vous expliquer pourquoi dans les slides d'après. Mais ici, vous pouvez voir nos hypothèses pour les principales variables. Donc, on s'attend à ce que notre PIB recule de 10% en 2020 avant de rebondir de 7% en 2021. Ça veut dire principalement qu'effectivement, il va rebondir fortement en 2021, mais on ne va pas rattraper tout le retard parce qu'il y aura eu un certain nombre d'entreprises qui auront fait faillite. Il y aura eu des effets d'aubaine qui viennent des plans de relance qu'on aura eu au second semestre de 2020 qu'on ne retrouvera pas l'an prochain. Tout cela va faire augmenter le chômage à 13% à la fin de l'année 2021.
avant de baisser à 11,5%. Jusqu'ici, le chômage a augmenté d'à peu près 1 à 2%, d'après les chiffres qui nous arrivent, principalement parce que l'emploi intérimaire et les CDD ont été supprimés dans beaucoup d'entreprises. Jusqu'ici, il n'y a pas eu trop de licenciements grâce au chômage partiel qui a préservé les emplois, mais on s'attend à ce que les licenciements commencent à arriver ce mois-ci et probablement jusqu'à la fin de l'année. Ensuite, on pourrait commencer à avoir un reflux en 2021, une fois que les comptes des entreprises se seront rétablis. La bonne nouvelle, si j'ose dire, c'est que l'État est présent. L'État, malgré le chômage partiel, malgré le chômage qui arrive, va faire en sorte de sauvegarder les revenus des ménages. Donc, on prévoit que cette année, le pouvoir d'achat des ménages ne va reculer que de 2,7%, avant de remonter de 2,6% l'an prochain. Ceci dit, ça ne veut pas dire que même si les revenus sont sauvegardés, il n'y aura pas une forte perte de consommation cette année. Et on s'attend à ce que la consommation baisse de 7,4%, ce qui est très substantiel cette année. Mais c'est principalement dû au fait qu'il y a une consommation qui ne pourra pas être rattrapée pendant le confinement. Les ménages ont dû épargner de façon forcée beaucoup. Et notamment pour ce qui est des dépenses de services, ils ne vont pas pouvoir rattraper ça. L'an prochain, la consommation va remonter mécaniquement. Et principalement, cette remontée mécanique, elle est liée au fait qu'en 2021, on n'aura pas de confinement, donc il n'y aura pas cette épargne forcée qu'on a eue. Et vous le voyez aussi sur le taux d'épargne, on s'attend à ce qu'on ait une épargne de 18,5% cette année, à cause de cette épargne forcée du confinement, encore une fois, et on reviendra à un niveau normal de 15,5% l'an prochain. Grégoire, est-ce que tu peux passer le slide ? Voilà. Pourquoi est-ce qu'on est plus optimiste que la place ? Parce qu'on observe que la confiance des ménages français n'est pas aussi dégradée que ce à quoi on pourrait s'attendre. L'INSEE produit tous les mois ce qu'on appelle l'indicateur de confiance des ménages, qui mesure la confiance des ménages français. La moyenne de long terme de cet indicateur est à 100. Donc, quand on est en dessous de 100, les ménages ont peu confiance. Au-dessus de 100, les ménages ont confiance. Aujourd'hui, en mai dernier, il était à 93. C'est largement au-dessus de son niveau lors de la crise de la dette, qui était de 78 en 2012, et de la crise financière de 2008, qui est de 81. Donc les ménages ont, relativement à cette situation de crise, confiance en l'avenir. Pourquoi ? Principalement parce que l'État a été présent avec le chômage partiel, avec beaucoup de mesures, et l'État a su donner confiance aux ménages. Le corollaire de ça, c'est qu'on peut s'attendre à ce que la consommation redémarre de façon plutôt rapide. Les ménages ont mis de l'argent de côté, ils ont plutôt confiance au vu de la situation, donc la consommation peut redémarrer, c'est ce qu'on commence à observer. Ici, sur ce graphique, vous avez les transactions dans deux secteurs de la consommation qui sont l'équipement du foyer et de l'habillement chaussures en carte bancaire. Et en fait, on observe que le niveau des transactions est revenu à peu près à la normale, voire au-dessus de la normale, juste après le 11 mai. Donc la consommation commence à revenir. On va commencer à avoir de plus en plus de données qui nous le disent. Le marché du vélo a doublé le mois dernier. Entre le 11 et le 17 mai 2020, l'INSEE estime que la consommation était à un niveau de 94% par rapport à la normale, donc on est très proche de la normale. Et tous les freins à la consommation qu'on a n'existeront plus le 22 juin. En tout cas, les cinémas vont réouvrir, les parcs d'attractions. Il ne restera que les grands événements qui seront vraiment compliqués et le tourisme à l'étranger. Mais ça ne compte pas dans la consommation interne. Et finalement, ce qu'on peut se dire, c'est que ce qui peut sauver notre année, c'est si cette consommation se confirme et qu'elle repart, on va avoir peut-être un dernier trimestre qui sera très fort. Et on sait que dans la conso, dans le retail particulièrement, le dernier trimestre est clé. Donc, si tout se passe bien, s'il n'y a pas de seconde vague du coronavirus, si l'État continue à jouer son rôle, on pourrait sauver notre année et redémarrer fort en 2021. Donc, je vais laisser de nouveau la parole à Grégoire maintenant. Merci Jade, merci beaucoup. Je précise juste sur le dernier point que vous avez probablement dû voir un mix mode de paiement qui a été légèrement déformé en faveur de la carte bancaire, ce qui expliquerait aussi pourquoi les cartes bancaires sont légèrement plus hautes, mais c'est un effet qui est quand même très léger. Donc les chiffres que vient de montrer Jade sont plutôt rassurants sur la reprise de façon générale, même si vous devez encore voir des chiffres légèrement négatifs versus N-1 actuellement. C'est en train de basculer là au cours du mois de juin. On va repasser assez rapidement en positif. Alors, je vais vous présenter maintenant les 5 grandes tendances pour nous qui survivront à cette crise.
Ce qu'on va dire un petit peu pendant toute cette présentation, c'est que ces tendances, elles ne sont pas nées complètement de la crise, vous allez le voir. Elles étaient déjà préexistantes, mais elles se sont considérablement accélérées, c'est le terme qu'on emploie souvent chez Seaways, pendant la crise. Alors, c'est un peu une oxymore, si vous voulez, parce que cette crise nous a permis de ralentir nos modes de vie. Et en ralentissant nos modes de vie, on a accéléré nos mutations. Donc, c'est là tout le paradoxe de la période qu'on vient de vivre. Quelque chose qui va nous montrer qu'il y aura quand même un avant ou un après, même si le terme « le monde d'après » a été considérablement galvaudé, c'est qu'il y a une forte volonté des consommateurs, des Français, au fait que la vie sera différente demain. Vous le voyez dans ce sondage qui avait été publié pendant le confinement, on avait plus de 3/4 des répondants, 3/4 des Français qui pensaient que la vie d'après serait différente de celle d'avant. Alors, ça ne veut pas dire que ça sera le cas. On sait que le naturel revient en galop. Déjà, dans les premiers indicateurs qu'on voit, il y a beaucoup de critères et de paramètres du monde d'avant. Mais il y a quand même cette volonté de s'inscrire dans un changement. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut que vous ayez en tête dans vos stratégies futures. C'est qu'il y a cette volonté, il y a cette envie de la part des consommateurs d'avoir quelque chose de différent. Et ce qu'on voit, c'est que c'est plutôt renforcé, plutôt fort chez les jeunes et chez les femmes, qui sont des populations traditionnellement plus ouvertes au changement et plus progressistes. Donc, c'est aussi cette nouvelle génération qui va porter un changement qui sera peut-être moins violent que ce qu'on a pensé au début de la crise, mais qui sera quand même là. La deuxième chose qu'il faut que vous ayez en tête, c'est que dans les prochaines semaines qui vont arriver, les prochains mois même, vous allez voir beaucoup de croissance par rapport à N-1 quand vous allez comparer. Vous allez même voir parfois des croissances à 2 chiffres et qu'il va y avoir un aspect un petit peu déformant de cette période-là qui vont laisser penser que les choses vont finalement assez bien, que les Français reconsomment. Mais je suis sûr que vous n'oubliez pas qu'au mois de mars, au mois d'avril, au mois de mai, il y a eu des mois à moins 80, à moins 90%. Et donc, comme le disait Jade tout à l'heure, à la fin de l'année, dans le meilleur des cas, on va arriver sur un moins 10%, moins 8% peut-être pour la consommation, mais que ça va être une année qui va être extrêmement difficile. Et donc, il ne faut pas que les semaines qui viennent nous laissent à penser que finalement, tout redémarre extrêmement rapidement, extrêmement fortement. Les tendances qu'on va vous présenter, elles existent, elles sont sous-jacentes. Et si vous ne les intégrez pas, si vous ne les prenez pas en compte, il y aura une deuxième lame qui ne sera peut-être pas sanitaire, mais qui pourrait être économique et sociétale, et qui pourrait être aussi extrêmement violente. Donc attention à ce que les semaines qui viennent ne déforment pas la réalité d'une année qui sera extrêmement difficile et d'un contexte économique et social très, très perturbé. Les 5 tendances qu'on va vous présenter maintenant, c'est des tendances, donc, comme je le disais, qui étaient préexistantes et qui vont s'accélérer. Donc, on va vous montrer à la fois ce qui s'est passé pendant le confinement et ce qui existait déjà avant pour essayer de se projeter comment les consommateurs vont intégrer cette dimension dans leur nouvelle consommation. Alors, la première tendance qu'on va porter à votre connaissance, c'est celle de ce qu'on appelait sobriété intense. Là aussi, on est dans l'oxymore, dans le paradoxe, puisque les Français veulent vivre intensément le bien-être, le bonheur, mais aussi leur consommation. Et en même temps, cette sobriété, ce ralentissement des modes de vie, ils l'ont beaucoup apprécié et ils viennent se superposer à un phénomène qui existait déjà, qui était le phénomène de la déconsommation et qu'on va documenter ici. Alors, le premier aspect qui est intéressant, c'est le fait que les Français, contrairement à la communication assez anxiogène des médias pendant cette période, ils ont bien vécu le confinement. Ils ont apprécié le confinement. Toutes les études, toutes les enquêtes que nous avons observées le disent, à peu près dans les mêmes proportions, c'est-à-dire 60%, à peu près 3/5 disent l'avoir bien vécu. 2/5, ça a été un peu plus compliqué. On sait qu'il y a beaucoup de métiers qui étaient en première ligne. Il y a eu des entrepreneurs, des professions libérales qui ont été plus durement touchées, des familles qui ont été séparées. Donc, évidemment, il y a des cas particuliers qui ont été extrêmement douloureux et difficiles. Évidemment, des familles endeuillées. Mais on a, pour 60% des Français, un confinement qui a été facile, qui a été agréable. Et ce qui est étonnant, c'est que c'est assez nettement supérieur pour les plus de 35 ans. Donc, les populations qui ont le moins bien vécu, ce sont les moins de 35 ans. On verra aussi tout à l'heure que c'est les populations qui ont moins bien vécu le télétravail, paradoxalement, les populations jeunes. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, là aussi, contrairement à ce qu'on aurait pu imaginer, les indicateurs de mal-être sont plutôt à la baisse. Donc, ce qu'on va vous montrer ici, vous voyez ces petits ronds avec les pourcentages.
c'est des indicateurs qui sont issus de nos outils, un outil qui s'appelle NextTrends, dans lequel on aspire l'ensemble des données sur le web. Donc, ce sont des données des réseaux sociaux, des données des moteurs de recherche, des études et des enquêtes qui sont publiées, des sites internet de grandes marques. Et on récupère l'ensemble de ces données-là, on les modélise pour essayer d'estimer et de prévoir un certain nombre de phénomènes. Comme ici, on vous présente l'estimation qu'on a du taux de suicide à partir de ces données-là, qui aurait reculé de l'ordre de 30% sur cette période-là. Idem sur les périodes dépressives, les aspects dépressifs des Français. Donc, on a une période dans laquelle ces situations de mal-être ont baissé. Même les enquêtes de Santé publique France, finalement, l'ont confirmé. Il y a une très, très forte anxiété au début du confinement et puis elle s'est résorbée assez rapidement, finalement. Et puis, vous voyez un autre indicateur en bas à droite qui est celui de la fatigue. Ça paraît naturel, mais ça a été extrêmement fort aussi. On est arrivé en mai avec le plus bas niveau de fatigue qu'on ait eu dans le pays, d'après l'indicateur qu'on a travaillé avec l'outil d'intelligence artificielle sur le niveau de fatigue des Français, estimé à partir de recherches sur les vitamines, les médicaments contre la fatigue ou simplement les mentions de fatigue qu'on a sur les réseaux sociaux. Donc ça, c'est un aspect qui est quand même très fort, c'est qu'on a des Français qui ont bien vécu cette période, qui se sont dit je ne suis pas très fatigué, j'ai pu me reposer, et donc il va rester quelque chose quand même de cette période-là. On regarde dans ce sondage effectué par Ipsos à la fin de la période de confinement, c'est que plus de la moitié des Français manifestent une envie de rester dans cette phase de ralentissement et de frugalité. C'est un chiffre qui est quand même très impressionnant, qui est très fort. Quand on le décompose, qu'on regarde comment qu'est-ce qu'on vont faire vraiment les Français dans cette phase de frugalité qu'ils espèrent, eh bien, vous avez plus d'un tiers qui espèrent que la moindre consommation, le fait vraiment de consommer moins, qu'ils ont été obligés de faire pendant le confinement, ce phénomène va se poursuivre après la crise. Une des premières raisons qui est mentionnée, il y a une raison économique, mais il y a aussi une raison, celle de droite, qui est qu'ils ont finalement découvert, entre guillemets, le côté futile de certains achats. Et ça, c'est relativement nouveau. En tout cas, ça s'accélère, le fait de se dire, finalement, je n'ai pas pu acheter un certain nombre de produits et je ne m'en suis pas plus mal porté. Donc, il y a un aspect futile de cette consommation-là. Et peut-être que je ne vais pas racheter, en tout cas avec la même intensité que ce que je faisais avant. Dans les raisons qui sous-tendent aussi cette futilité, il y a évidemment la raison éco-responsable dont on va parler un petit peu plus tard, qui a été mentionnée très majoritairement dans la première raison d'avoir un mode de vie plus responsable, et puis d'avoir une période dans laquelle on veut un mode de vie qui est finalement plus en adéquation avec ces valeurs, dans lequel on se sente plus à l'aise, moins poussé à consommer. Alors, cette situation qui est conjoncturelle, sur laquelle on pourrait se dire finalement, c'est du déclaratif, les Français disent ça, mais est-ce que vraiment ils vont le faire ? C'était dans une période qui était particulière, avec la communication qui allait autour. Eh bien, il ne faut pas qu'on oublie que cette situation, elle s'inscrit déjà dans un contexte que je disais donc tout à l'heure de déconsommation en volume, des consommations structurelles qu'on voit dans quasiment tous les secteurs. C'est quelque chose qui, c'est étonnant de notre part, a été relativement peu documenté pour nous sur le marché. Vous le savez probablement dans vos secteurs respectifs que les volumes ont baissé quasiment partout. Alors, ça a été masqué parce qu'il y a une augmentation de la valeur, on va y revenir, une premiumisation de quasiment l'ensemble des marchés. Mais n'oublions pas que les Français achètent moins d'unités des produits qu'ils ont l'habitude d'acheter. Vous voyez le graphe à gauche, celui des produits de grande consommation, donc ce qu'on trouve grosso modo dans les supermarchés. Les données Nielsen mentionnent qu'on a la plus forte baisse en 2019 des volumes sur les PGC. Alors, c'est dans un contexte où il y avait la loi Egalim, donc il y avait une régulation, on va dire, des politiques de promotion. Mais néanmoins, c'est un fait. Les Français ont moins acheté de produits de grande consommation et de façon assez significative, alors que les volumes augmentaient quasiment toujours depuis une vingtaine d'années. C'est également le cas dans le textile sur le graphe de droite, qui est un secteur qui est déprimé depuis le début des années 2000, mais qui avait toujours connu une hausse des volumes sur les dernières années, portée par le succès de la fast fashion. Donc, le prix moyen par produit était en baisse assez nette, et du coup, on avait une assez forte hausse des volumes, mais en revanche, le marché en valeur était en baisse. Là, ce qu'on voit sur les 2 dernières années, c'est que le marché en volume est également en baisse, ce qui coïncide avec un plateau pour la fast fashion, voire même une baisse pour la fast fashion, au bénéfice aussi de produits légèrement plus chers et d'un marché qui est légèrement moins soldé également. Ces phénomènes-là, on les observe dans beaucoup de secteurs, je le mentionnais. L'automobile, qui est un secteur extrêmement fort dans l'économie française, moins 6% en immatriculation de voitures neuves au ménage
en 2019. C'est quand même très, très faible. Alors, c'est compensé par une hausse des ventes aux sociétés, mais quand on regarde les ménages, c'est en forte baisse. C'est la même chose sur les téléviseurs, sur l'équipement du foyer en Hi-Fi, par exemple, et même sur des marchés qui sont assez récents, assez innovants, comme celui des smartphones, qui est aussi en baisse assez significative sur 2019. Donc, ce phénomène de déconsommation, voilà comment on peut le mentionner sur une baisse des volumes sur l'ensemble des marchés. Et il n'y a pas de raison aujourd'hui, malheureusement, que les volumes repartent à la hausse. Alors, il y a plusieurs raisons à ça. La raison évidemment la plus évidente, celle qu'on mentionne ici, qu'il faut vraiment garder en tête, qui est une saturation d'un très grand nombre de biens d'équipement dans les sociétés occidentales et principalement en France. Vous le voyez sur le smartphone, par exemple, que je mentionnais en haut à gauche. Aujourd'hui, il y a 80% des Français qui sont équipés en smartphone quasiment, et on a atteint un plafond. On ne pense pas qu'on aura un équipement supplémentaire de smartphone. On ne pense pas non plus qu'on aura beaucoup de phénomènes de multi-équipement comme on avait pu le penser il y a quelques temps. Donc, on va être, pour le smartphone, sur un marché quasiment de renouvellement. C'était déjà le cas sur l'automobile déjà depuis des années. Vous voyez le graphe de droite. Là, on est remonté à 1960. Là aussi, on a ce qu'on appelle les courbes en S en économie. Donc, une société s'équipe relativement vite et puis après, elle atteint son plafond. Et là, on l'a atteint dans l'automobile depuis une dizaine d'années. 85% des ménages sont équipés en automobile. Et pareil, ce taux ne va pas augmenter puisque même les ménages qui ne sont pas équipés ne le sont pas pour des raisons financières. Ils le sont pour des raisons principalement de choix. Il faut savoir qu'il n'y a que 3% des ménages aujourd'hui qui se disent vraiment en incapacité d'avoir une voiture. Donc, il y a finalement assez peu de critères économiques. Il y a vraiment un critère plutôt d'équipement et de société. Vous voyez en bas, c'est le même pour beaucoup d'équipements. Donc, il n'y a pas aujourd'hui de bassin vraiment de croissance pour des primo-accédants et l'essentiel des marchés d'équipement aujourd'hui vont se faire sur du renouvellement. On peut même l'appliquer à des marchés de rotation plus rapides comme le textile. Il faut savoir que les Français achètent en moyenne 30 kilos de vêtements par an. Il y a beaucoup d'études qui ont montré que sur ces 30 kilos, il y a beaucoup de vêtements qui n'étaient pas portés du tout ou très peu. Les Français ont commencé à le comprendre. On va le voir tout à l'heure, ont adopté des comportements pour s'adapter à ça avec la location de la seconde main. Donc, cette déconsommation, elle est puissante, elle est forte et elle est la combinaison de plusieurs facteurs. Parfois, on dit qu'elle est liée aux critères écologiques, c'est vrai, mais pas que. Elle est aussi liée aux critères économiques, elle est aussi liée aux critères technologiques et à d'autres phénomènes sociétaux comme l'économie collaborative qui sont très importants. La première grande décomposition sous-jacente à la déconsommation, c'est l'allongement des durées de vie produits, avec la fin de l'obsolescence programmée notamment, mais aussi sur des critères écologiques portés par les ménages, le fait de pouvoir utiliser un petit peu plus un produit, de le faire durer plus longtemps, de le partager également. Vous savez que par exemple sur les perceuses, la durée de vie d'une perceuse c'est 12 minutes, la durée de vie effective d'une perceuse c'est 12 minutes. Donc là, on a beaucoup de ménages qui se rendent compte que finalement le posséder, c'est peut-être pas optimal d'un point de vue économique. Et puis, le deuxième grand aspect, c'est la baisse du suréquipement. C'est-à-dire qu'on avait beaucoup de ménages qui étaient trop équipés par rapport à ce qu'ils avaient besoin. C'est un petit peu ce que j'évoquais. Et c'est ce qu'on voit aussi, par exemple, dans l'automobile, où on avait beaucoup de ménages qui étaient doublement équipés de véhicules. Et ça, les données montrent clairement que le nombre de ménages multimotorisés est en baisse assez nette, notamment dans les zones urbaines et périurbaines, parce que finalement, ils ont d'autres alternatives qui sont à leur disposition. Et puis, le troisième aspect que vous avez probablement vu dans vos marchés aussi, c'est ces phénomènes de premiumisation des marchés. J'irais même un peu plus loin en disant marché en sablier, avec quand même un marché low cost qui résiste bien, parce qu'évidemment, il y a des contraintes fortes sur le pouvoir d'achat, mais un marché premium qui est toujours très, très dynamique. Et c'est plutôt le marché mainstream au milieu qui en pâtit. Le marché premium, il augmente pour des raisons écologiques, parce qu'on va aller chercher des produits qui sont plus respectueux de l'environnement, et donc avec des circuits de production qui sont plus coûteux et donc des produits plus chers. On va chercher, deuxième aspect, des produits qui sont plus bénéfiques pour la santé, donc avec moins de produits non naturels, avec moins de colorants ou d'additionnels, mais plus des produits qui sont vraiment respectueux de la santé, dans lesquels on sait qu'on va prendre moins de risques. Ça, c'est un phénomène qui est assez important, et évidemment, en période de crise sanitaire, encore plus qu'avant. Et puis, le troisième aspect qu'on évoquera aussi, c'est celui des produits locaux. Donc, le fait d'avoir des produits qui sont sur des circuits courts, et donc aussi qui peuvent potentiellement être plus chers. Dernier point sur cette tendance de sobriété, de déconsommation,
plus en lien avec ce qui se passe aujourd'hui, c'est la reprise assez forte qu'on vous propose, enfin qu'on vous montre ici, du marché de la seconde main dans le textile principalement. Sur ce graphe, vous voyez l'évolution des parts de marché des différents canaux sur les différentes semaines depuis le début du confinement, et avec donc la semaine du 11 mai qui est la semaine du déconfinement. Et vous voyez que le marché de la seconde main, qui est le marché en bleu au milieu, est désormais à 26% du marché, ce qui est extrêmement fort. C'est un marché qui n'avait pas beaucoup finalement pu se développer pendant le confinement parce qu'il y avait des contraintes sanitaires. Mais au retour du confinement, le marché a repris très fortement avec son leader qui est Vinted en France sur la partie textile, qui aujourd'hui a 26% de part de marché. Vinted 19% et la seconde main 26%. Et vous avez 1,5 million de Français qui déclarent avoir trié leurs vêtements pendant la période de confinement. Trier, ça veut aussi dire que les vêtements qu'on n'utilise pas, on va les remettre potentiellement sur le marché de l'occasion. Donc, ce phénomène-là, il est vérifié sur les jours depuis le confinement. Alors, pour s'adapter à cette tendance de sobriété donc, qui a été accélérée pendant ce confinement où on a très peu consommé et qui s'installe sur un terreau qui était déjà propice à la déconsommation, eh bien, ce qu'on vous propose pour s'adapter à cette tendance pour vos marques, déjà, c'est faire vivre l'achat comme une expérience exceptionnelle. Parce que la conséquence naturelle, c'est qu'il y aura moins de trafic dans les magasins, qu'il y a moins d'occasions d'achat, puisqu'on a moins besoin de s'équiper, que les durées de détention s'allongent et qu'en plus, il y a une sobriété sur le fait qu'on ne va pas surconsommer. Eh bien, le moment où on va acheter quelque chose va revêtir encore plus d'importance. Et pour ça, il faut que ça devienne une expérience absolument exceptionnelle. On n'est pas dans la consommation de masse, enfin, on ne sera plus vraiment dans la consommation de masse, on sera dans une consommation expérientielle sur laquelle on va avoir un produit pour plusieurs années. Un produit pour plusieurs années, ça veut dire que c'est un produit qui aussi va être exceptionnel, il doit être mis en avant, et c'est pour ça qu'on vous recommande de renforcer sa scénographie. Là encore, c'est le moment d'achat, c'est un moment qui est très important pour les Français. Ce n'est pas parce qu'ils vont être en sobriété qu'ils ne vont pas avoir une adrénaline au moment de l'achat. Et donc, il va falloir scénographier ces produits, avoir une cérémonie de vente finalement qui est bien mise en valeur pour qu'on ait l'impression d'avoir de la qualité et de passer un moment agréable. Et puis, le dernier aspect, évidemment, c'est de communiquer sur la durabilité qui est très importante pour les Français, d'avoir un produit qui va durer longtemps et un produit qui est fonctionnel. La dimension plaisir existe toujours, mais on a le renforcement de la dimension fonctionnelle des produits. Il ne faut pas oublier que un sac à main, ça sert à transporter des objets, et donc il faut que ça soit fonctionnel. Donc il faut que ça soit aussi clairement identifié pour le consommateur. Voilà pour cette première tendance. La deuxième tendance qu'on souhaite vous présenter, c'est celle qui est relative à la confiance. Alors pourquoi la confiance? Parce que c'est un sujet qui a été très important au cours des 2 dernières années, avant la crise sanitaire, qui a beaucoup évolué, la confiance que les Français donnaient dans les marques, donnaient dans leur gouvernement, donnaient dans leurs élus locaux, et qu'il y avait une défiance depuis 2 ans par rapport à ça. Et cette défiance, elle a été renforcée par la crise sanitaire. On l'a vu dans tout ce qui s'est passé depuis quelques semaines, et que tout ça va renforcer l'émergence de nouveaux écosystèmes organisés autour de la proximité, principalement. C'est beaucoup une tendance de proximité. Alors, le premier aspect, évidemment, qu'on a vu pendant cette crise, c'est une défiance très forte par rapport aux mesures gouvernementales. Et on vous a mis ici un comparatif par rapport à d'autres pays parce que cette défiance, elle est beaucoup plus importante en France. Alors, peut-être qu'on peut dire parce que les Français sont plus râleurs, peut-être. Peut-être aussi le contexte économique et sociétal était différent. Il en ressort néanmoins que quasiment 60% des Français n'ont pas été satisfaits de la manière dont le gouvernement a géré la crise. Et de manière assez factuelle, sans faire de politique, on ne peut pas estimer forcément de façon très objective que le gouvernement était plus mauvais qu'un autre. Il y a eu des décisions qui ont été prises, mais en tout cas, les Français les ont perçues plutôt négativement. Il y a même plus d'un tiers qui les ont carrément désapprouvées. Et vous voyez que nos voisins européens, Allemagne, même Italie, qui a une situation très difficile, ne sont pas du tout à ces niveaux-là. Il y a seulement le Japon et les États-Unis qui sont à peu près dans cet ordre d'idée. En parallèle à ça, vous voyez notre outil d'écoute des moteurs de recherche, des réseaux sociaux et du web exprime que toutes les thématiques qui sont reliées au complotisme, au mensonge, à l'autoritarisme, pendant la période de confinement, elles ont très très fortement augmenté. Et donc là aussi, tout ça illustre la défiance que peuvent avoir les Français, les consommateurs, par rapport aux décisions qui sont prises et à ce qui leur est proposé.
Et cette crise de confiance, il faut vraiment l'avoir en tête parce qu'on l'a revu encore récemment avec le mouvement Black Lives Matter, c'est que les marques ont un rôle très fort à jouer par rapport à ça pour redonner la confiance dans leurs clients, dans leurs consommateurs. Alors, on pourrait dire que ce que je vous décris est très noir comme tableau. En réalité, les choses sont très différentes parce que pendant cette période, il ne faut pas oublier qu'il y a un très grand mouvement de solidarité qui s'est mis en œuvre. On n'en parle plus trop puisqu'on n'applaudit plus nos soignants aujourd'hui, mais pendant la période de confinement, ça a été quand même très fort. C'est le plus fort haut qu'on a mesuré avec notre outil de toute l'histoire récente. Même sur les attentats de 2015, on était à un niveau 3 fois inférieur sur des indicateurs comme celui de la solidarité et du respect. Donc, cet élan, il a été très fort. Il va en ressortir évidemment beaucoup de choses. Et il s'est aussi assorti d'une mise en action. Et ça aussi, c'est plutôt nouveau. C'est-à-dire que les Français ne sont pas forcément des gens qui s'investissent forcément énormément. Enfin, je dis les Français, les Européens aussi, c'est le cas, parce qu'on a quand même un tissu associatif qui est assez riche en France. Mais là, il s'est vraiment renforcé significativement avec des fortes hausses, notamment de toutes les actions de bénévolat, des fortes hausses de toutes les actions de renforcement de la démocratie locale, beaucoup de Français qui déclarent vouloir changer le monde de différents aspects pendant le confinement. On vous recommande aussi une très bonne étude du Cevipof qui est sortie récemment, qui a montré aussi un changement dans la mentalité, on va dire, des Français suite à cette crise sur le fait d'être vraiment acteurs, de pouvoir être acteurs du monde qui s'ouvre. Donc voilà, n'oublions pas que les Français ont envie d'être acteurs de ce qui va se passer. Et vous, pour vos marques, vos enseignes, donnez-leur cette possibilité d'être acteurs. Ils n'ont pas attendu qu'on leur propose, ils sont regroupés autour de communautés. On a évidemment beaucoup parlé des groupes WhatsApp dans lesquels vous étiez aussi sûrement pendant le confinement et qui a créé finalement des petites communautés au sein de la famille, au sein des amis, qui a permis de diffuser des informations, de débattre, etc. Donc ces communautés, elles vont en partie perdurer. Et puis aussi, on peut dire que finalement, pendant cette période, ce qui a l'habitude de séparer les Français, on en a très peu parlé. Les réformes, l'immigration, l'insécurité, on en a très peu parlé. Alors évidemment, ça revient, ça va revenir naturellement, soyez rassurés. Mais en tout cas, on a eu une période de 2-3 mois dans laquelle on a pu consolider finalement une espèce d'harmonie nationale, mais par contre, sur lequel il y a une coupure par rapport à un certain nombre d'élites, de décideurs, de grandes entreprises, qui encore une fois préexistaient à la crise. Vous le voyez sur ces chiffres qui étaient une étude de l'année dernière de Kantar qui disait que déjà, c'est la crise de confiance que j'évoquais, elle était très forte avant la crise. Et donc la crise l'a renforcée. Vous le voyez à gauche, on a confiance dans sa famille évidemment, mais ce qu'on voit le plus, c'est les marques régionales, les marques locales, les marques françaises. Très grande confiance dans les marques françaises, très très forte. Et à l'inverse, vous voyez à droite, les grandes entreprises, les médias, les réseaux sociaux, les partis politiques, on est vraiment dans une situation de forte défiance. Donc il y a une coupure très forte entre l'écosystème local, la confiance qu'on a dans les élus locaux, dans les commerces de proximité, dans les marques régionales, dans son entourage proche, et la défiance très forte qu'on a par rapport aux médias, aux grandes entreprises et aux partis politiques. Donc, je le mentionnais, on s'est rapproché de l'écosystème local. Quelques indicateurs qui le montrent. Le premier, c'est qu'avant la crise, l'origine du produit, c'était un critère qui était en 7e position, donc qui était quand même assez loin. On avait finalement un regard encore un peu détaché sur l'origine réelle du produit. Une fois que je le disais, les marques françaises, c'est très bien mis en avant. Par contre, le fait que le produit ait été fabriqué en France, c'est un critère plutôt mineur. Et là, c'est repassé en 4e position. Donc, c'est quand même un mouvement assez important dans les critères d'achat des ménages. 3/4 des Français, enquête Ipsos, se sont dit prêts à consommer local pendant et après la crise, quitte à payer plus cher. Ça aussi, c'est quelque chose qui existait déjà un peu avant la crise. La propension des Français à payer un peu plus cher pour des produits qui sont fabriqués localement. Et ça se confirme. Alors, ce n'est pas beaucoup plus cher, mais ils sont prêts à payer 5 voire 10% plus cher un produit local. Notre outil d'intelligence artificielle le confirme avec des hausses de plus de 100% sur la période, évidemment, sur les produits locaux et régionaux qui ont été achetés par les Français. Alors, ce retour au local, ça a bousculé la distribution. Alors, pendant le confinement, c'est assez logique par rapport aux contraintes sanitaires, mais néanmoins, ce qu'on voulait quand même porter à votre connaissance, c'est que les hypermarchés ont quand même décru pendant la période de confinement. On a beaucoup parlé évidemment du boom de l'alimentaire, mais les hypermarchés ont subi une décroissance pendant le confinement.
les surfaces qui ont vraiment eu de la croissance, c'est les supermarchés et c'est surtout les supermarchés de proximité en zone urbaine et zone rurale. Donc vraiment les petites surfaces. On voit après la reprise de déconfinement que c'est un peu pareil pour les commerces spécialisés dans d'autres secteurs. Les plus petits magasins ont mieux performé que les grands magasins de façon générale. Donc, il y a un retour au local pour la distribution qui va un petit peu perdurer quand même après la crise et qu'il est important de noter. Mais également, le retour au local, c'est la production. Et la production, on le disait, les Français veulent consommer français. Le patriotisme économique va beaucoup se dynamiser dans les mois à venir. Les Français le veulent et le gouvernement a intérêt, en tout cas, à le promouvoir. On l'a vu avec différentes mesures récemment. Et donc, beaucoup de Français pensent que les entreprises doivent ramener leurs usines en France et que c'est quelque chose de prioritaire. Et donc, il y a plusieurs initiatives en ce sens. Alors, pour s'adapter à cette deuxième tendance sur la confiance, ce qu'on vous recommande, c'est de créer cette confiance. Et pour créer cette confiance, il faut créer un environnement dans lequel le client se sent à l'aise, donc un environnement de proximité. Donc, pouvoir créer cette proximité avec le client. Pour ceux d'entre vous qui ont des réseaux nationaux qui sont souvent centralisés, dont les décisions sont souvent centralisées, c'est les adapter l'offre, adapter le merchandising, adapter la disposition du magasin aux spécificités locales pour que vos clients se sentent dans une situation de proximité avec votre marque. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que le client, il se sent appartenir à une communauté, on vient de l'évoquer, la communauté dont on a vu toute sa force pendant le confinement, et il veut s'appuyer sur cette communauté pour consommer. Il veut des recommandations de sa communauté sur les réseaux sociaux, dans sa famille, etc. La recommandation de l'entourage est encore plus importante qu'elle ne l'était avant. Et pour ça, il faut que le client soit acteur finalement de votre marque pour qu'il soit prescripteur pour les autres clients. La troisième tendance qu'on va évoquer ce matin, c'est cette tendance écologique qu'on a séparée parce que, comme je vous l'ai mentionné tout à l'heure, c'est un driver évidemment d'un certain nombre de décisions sur la premiumisation, sur la déconsommation, mais ce n'est pas la seule et c'est aussi une dimension à part entière qui vaut aux consommateurs, aux clients, aux Français, d'avoir aussi une volonté de retour à la nature, de retour vers quelque chose qui est plus proche de la nature, de la faune et de la flore en particulier. Et on a beaucoup dit que finalement l'écologie passerait en second plan pendant la crise. Ce n'est pas vraiment le cas. Il faut savoir que pendant la crise sanitaire, les Français ont conservé cette sensibilité écologique et que donc cette sensibilité écologique, elle va aussi avoir des impacts très forts sur leur consommation dans les mois à venir. Le premier aspect qui a été détecté par notre outil, c'est quelque chose finalement assez logique. On a moins travaillé, on s'est moins déplacé et donc on a plus profité de l'espace qui était autour de nous, des jardins pour ceux qui en avaient. Pour ceux qui n'en avaient pas, ils ont peut-être pu regarder des documentaires ou avoir aussi une connexion avec la nature un petit peu plus forte. Et vous voyez toute l'étymologie, toute la sémantique qui est relative à la nature, donc les animaux, les fleurs, la planète, la nature, etc., ont eu des recherches sur les réseaux sociaux, les moteurs de recherche en très forte croissance par rapport à la même période l'an dernier. Et à l'inverse, parce qu'on ne pouvait pas se déplacer, parce qu'on ne pouvait très peu acheter, bien évidemment, tout ce qui est très énergivore, tout ce qui est très émetteur de CO2, les voitures, les voyages, les avions, le carburant, etc., ont été en forte baisse. Donc, c'est un fait, mais en tout cas, c'est une période exceptionnelle de 2 mois pendant lesquels on a beaucoup parlé de nature et on a très peu parlé finalement de réchauffement climatique, de CO2, etc. Donc ça, les Français ont vu qu'il y avait quand même un aspect positif, moins d'avions, moins de voitures, et ils vont forcément le garder. La preuve en est que sur ce sondage qui a été effectué pendant le confinement, quand on demandait quelles étaient les conséquences positives du confinement que vous souhaitez garder après la crise, la première qui ressort, c'est moins de voitures, de bruit, de pollution. C'est vraiment la chose que les Français ont beaucoup appréciée pendant le confinement et qui souhaitent voir se poursuivre. Et ça, probablement que les municipalités vont embrayer le pas on verra ce qui se passe dans les élections locales du 28 juin, mais il est possible que des nouvelles municipalités embrayent ce pas pour fermer des axes aux voitures, par exemple, ou prendre des mesures très fortes, notamment en faveur du vélo, pour lequel Jade mentionnait que le marché avait explosé sur ces dernières semaines. Et cet aspect-là, il est beaucoup plus fort que d'autres aspects qu'on voit un petit peu plus loin dans le graphe, qui sont plus de temps avec ma famille, plus de temps pour mes loisirs. On aurait pu penser que les Français allaient mettre ces aspects comme étant des choses qu'ils souhaitaient garder, qu'ils avaient redécouvert avec le confinement.
eh bien, c'est plutôt le rapport à la nature qui a été privilégié par les répondants. Et c'est pour nous très intéressant. Deuxième aspect qui conforte, c'est cette fameuse question qu'on pose très régulièrement sur quelles sont les préoccupations des Français. Une question qui est très regardée en temps électoral. Eh bien, vous voyez que le changement climatique est toujours très élevé, et plus élevé que le pouvoir d'achat, plus élevé que le chômage, plus élevé que la dette de l'État, qui sont des aspects sur lesquels on a pu se dire pendant la crise, il va y avoir une inquiétude et une préoccupation par rapport à ça, et bien, elle est encore inférieure au changement climatique. Donc, bon, il y a le système de santé en premier, ce qui est quand même assez logique, mais derrière ce système de santé, c'est vraiment la question climatique qui préoccupe principalement les Français, et ça, c'est assez nouveau. D'ailleurs, on a voulu vous remettre ici, c'est à peu près le même sondage, pour être à peu près cohérent. On vous a donné plusieurs instituts d'études, mais cette protection de l'environnement, eh bien, il y a quelques années, il n'y a pas si longtemps, elle était 6e, 7e. Je pense que dans les enquêtes que vous meniez aussi, dans les critères d'achat de vos clients, c'était souvent 6e, 7e position. Et c'est assez récent, ça date de 2019, que la protection de l'environnement est passée comme la préoccupation principale des Français devant des critères économiques. Ça, c'est extrêmement puissant. Et dans les critères d'achat derrière, ça va avoir des répercussions très importantes. Dernier point sur cette tendance, cette volonté de retrouver le vert va avoir d'autres conséquences. La première qu'on voit, on verra si elle se confirme, c'est celle que les Français ont d'aller rechercher la nature, y compris pour y vivre. Et ça peut avoir des conséquences très fortes. On voit par exemple que nos indicateurs sur les achats de maisons et les achats d'appartements, qui sont généralement plutôt corrélés à la saisonnalité du marché immobilier, eh bien, se sont complètement décorrélés sur les dernières semaines. 20% de croissance pour ceux qui souhaitent acheter une maison, moins 30% pour ceux qui souhaitent acheter un appartement. C'est extrêmement massif. La volonté qu'ont les Français d'habiter en maison, et donc d'habiter dans des zones un peu plus isolées, un peu plus à l'écart des grandes villes, à l'écart de Paris notamment. Et donc, ça va probablement avoir un impact sur peut-être un exode urbain. C'est ce qu'on prévoit, c'est ce qu'on prédit. Et ce qu'a annoncé le président de la République dimanche soir va plutôt dans ce sens-là, une décentralisation, et donc des décisions qui sont plutôt prises au niveau des régions, au niveau des villes. Ça peut avoir un impact très fort pour vos réseaux, puisque la position des ménages, la situation des ménages va être très différente, et les circuits de distribution, du fait qu'ils soient potentiellement plus à l'écart, peuvent également changer au profit du digital ou au profit de surfaces de proximité. Alors pour s'adapter à cette tendance de retour à la nature, évidemment, par rapport à ce que je viens de dire, un des premiers impacts, ça va être de décentraliser les circuits autant que possible, évidemment. Donc d'essayer d'avoir des réseaux qui ont une plus forte capillarité. Il faut savoir aussi que ça va aussi probablement être un effet sur le trafic ferroviaire, qui est un enjeu aussi pour l'accessibilité des zones moins denses, qui va beaucoup le paysage va beaucoup changer avec la mise à la concurrence dans les années qui viennent. Et donc, probablement qu'il va y avoir des circuits, une capillarité en tout cas de trajet, et des circuits de distribution qui vont être plus petits. Donc là, il va falloir s'adapter à ça. Diminuer l'impact écologique, bon, ça, c'est pas nouveau, dans la fabrication des produits, mais aussi dans leur transport et dans leur usage. Les Français vont être beaucoup plus sensibles à la provenance des produits, donc aussi à l'impact de leur transport, également de leur usage. Le fait d'utiliser un produit, notamment un équipement à bien ménager, eh bien, ça va avoir beaucoup plus d'importance à leurs yeux. Et enfin, ça tombe sous le sens, mais ça devient encore plus important aujourd'hui. Beaucoup de marques, évidemment, sont positionnées sur ce créneau, on fait des déclarations, mais ça ne suffit pas aux consommateurs. Aujourd'hui, les consommateurs vont privilégier les actes aux paroles. Donc, voilà, on a vécu des périodes de greenwashing il y a quelques temps. Là, on a des marques qui ont pris des actes forts, et c'est ces marques-là qui vont probablement tirer leur épingle du jeu. Finalement, c'est assez similaire à des phénomènes qu'on voit comme Black Lives Matter, où vous avez beaucoup de marques qui ont communiqué sur l'antiracisme pour soutenir le mouvement de façon assez sobre, et d'autres marques qui ont été beaucoup plus fortes, qui ont quasiment fermé des magasins. On a vu ça aux États-Unis avec H&M, par exemple, qui a fermé ses magasins une journée en disant nous, on est prêt à se passer du business d'une journée parce que la communauté noire, c'est une communauté qui génère du business et qu'on ne peut pas s'en passer. Donc, c'est une façon aussi d'avoir des actes très forts plutôt que simplement se positionner où finalement, on est suiveur et on n'est pas market maker. Voilà pour cette troisième tendance. Quatrième tendance qu'on va vous présenter avec Julie qui interviendra avec moi, c'est une tendance sur les moments et les canaux d'achat. Parce que, je ne vous apprendrai pas que le e-commerce a connu une période très particulière pendant le confinement.
qu'on a vécu aussi une période de télétravail extrêmement rapide, extrêmement intense, et que ça va avoir évidemment des impacts sur les circuits d'achat et la façon dont les Français vont consommer. Alors, première chose quand même pour avoir en tête, c'est qu'on a beaucoup parlé du e-commerce, mais n'oublions pas que le marché du e-commerce a connu sa plus faible croissance de son histoire au premier trimestre 2020, selon les chiffres de la FEVAD. Donc, le marché du e-commerce a tiré les marrons du feu, mais pas non plus au point de connaître une croissance significative, loin de là. La croissance n'est que de 2% sur le premier trimestre. Alors, il n'y avait qu'une partie seulement qui était en confinement, mais la période du confinement a confirmé ça. Il y a quasiment 40% des Français qui ont diminué leurs achats de e-commerce. Donc, parfois aussi, voilà, la perception peut être trompeuse. Le e-commerce n'a pas si bien marché que ça. Alors après, évidemment, il y a des très grosses différences, vous le savez. Ce qui a beaucoup décru, c'est tout ce qui va être notamment les voyages, le tourisme, qui a quasiment été à zéro. Évidemment, les achats alimentaires ont beaucoup augmenté. Il y a beaucoup d'achats d'équipements de la maison qui ont aussi augmenté. Je crois que ce qui a le plus augmenté, c'est l'équipement de la piscine, pour votre information. Mais enfin, voilà, il y a des choses qui ont augmenté, d'autres qui n'ont pas augmenté, mais il faut savoir que ça n'a pas non plus énormément augmenté en valeur. En revanche, ce qui a beaucoup changé, vous savez, c'est le nombre de primo-accédants. Donc, le nombre de nouveaux acheteurs sur les e-commerce. Dans le monde, juste pour vous donner un chiffre contexte monde, c'est plus 40% de nouveaux acheteurs uniques sur les e-commerce sur la période par rapport à l'année dernière. En France, si je prends l'exemple du textile, c'est 1,3 million de nouveaux acheteurs de textiles sur Internet, des gens qui n'avaient jamais acheté de textile sur Internet et qui l'ont fait pendant le confinement, sachant qu'au total, il y a plus de 7 millions de Français quand même qui ont acheté du textile pendant le confinement, ce qui est quand même assez significatif. Alors, qui sont ces clients? Principalement des plus de 65 ans. Là aussi, c'est nouveau. C'est une population qui d'habitude est plutôt à l'écart de vos sites marchands. Et bien là, vous avez beaucoup de seniors qui ont fait des courses en ligne. Et sur ceux qui ont fait des courses en ligne, des plus de 65 ans, plus des 2/3, 68%, c'était leur premier achat de e-commerce, sur l'alimentaire ici en particulier, leur premier achat de e-commerce. Donc, vous avez beaucoup de nouveaux acheteurs, et y compris dans des populations que vous n'adressiez pas habituellement par ce canal, avec, dernier chiffre, une hausse du click and collect. Tous les sites qui proposaient du click and collect ont eu des croissances 2 fois supérieures à ceux qui n'en proposaient pas. Donc, ça montre aussi le rôle que va avoir l'omnicanal. Deuxième aspect, sur l'aspect justement de la digitalisation, c'est celui du travail. Alors, on ne va pas revenir dessus. Le télétravail, pour nous, il a augmenté de l'ordre de 300%. Donc, c'est absolument exceptionnel. Mais ce qui est intéressant, c'est ce que les Français vont penser de la suite et de la poursuite de ce phénomène-là. Vous avez une personne sur 2 qui pense que le télétravail va continuer à évoluer positivement, et donc on va rester une partie en télétravail. Beaucoup de grandes entreprises n'ont pas encore remis leurs salariés dans les locaux physiques, et très probable que dans la perspective potentielle d'une deuxième vague qu'évoquait Jade tout à l'heure, on veuille être prêt à pouvoir remettre les équipes en télétravail le plus rapidement possible, et donc on a mis en place des systèmes d'organisation et de flexibilité pour que ça soit possible. Donc ça, évidemment, ça va avoir un impact sur la mobilité des individus et donc sur leurs canaux d'achat. On aura moins d'opportunités d'aller dans les magasins, on aura beaucoup plus d'opportunités de commander en ligne. Donc ça va être relativement fort, et qui va être aussi poussé par le contrôle qu'on va devoir avoir sur les transports publics, et qui vont toujours imposer quand même une restriction de l'affluence dans les transports publics. Mécaniquement, quand on sait comment ils sont bondés aujourd'hui dans les grandes villes, on va être amené à penser que le télétravail va quand même résister dans la plupart de ces villes. Donc ça, c'est le deuxième aspect très fort. Renforcement très fort du e-commerce, renforcement très fort de l'omnicanal, et donc de la capacité à offrir une expérience en ligne pendant que vos clients sont chez eux en train de travailler, finalement sensible et complémentaire, enfin sensiblement équivalente et complémentaire à celle que vous allez offrir en magasin quand ils viendront récupérer les achats qu'ils ont fait la veille, le jour où ils se déplaceront à leur travail. Et pour ça, il va falloir penser à une nouvelle expérience de shopping que va vous évoquer Julie, et qui, pour nous, sont assez importantes à réfléchir et à accélérer, parce que c'était déjà le cas juste avant la crise, mais c'est encore plus le cas aujourd'hui, cette volonté d'avoir finalement une consommation sans couture entre le offline et le online. Julie, si tu veux rajouter un mot sur ces exemples-là. Donc effectivement, avec cette crise du Covid, il faut donner des gages de confiance aux clients, que tout soit mis en œuvre pour que leurs achats soient réalisés dans de bonnes conditions sanitaires. Pour cela, certaines marques plutôt premium, luxe, se sont adaptées et offrent désormais différentes possibilités.
Donc, un achat à domicile fait grâce à un personal shopper qui serait en visioconf et qui aiderait le client. Ce personal shopper serait dans le showroom et guiderait le client dans les achats. Donc, vraiment aussi une relation assez proche et intime que les clients de marque premium luxe sont en capacité d'atteindre. La deuxième option, c'est des achats en magasin, mais avec une prise de rendez-vous et une zone mise en exclusivité pour ce client qui viendrait et dont on enverrait un chauffeur venir le chercher. Et la troisième possibilité, c'est pour des clients dont on connaît très bien les goûts et on peut faire du coup des surprise box, c'est-à-dire qu'on leur envoie assez régulièrement des produits comme des chemises qu'on aurait présélectionnées pour eux. Et voilà, comme ça, ils vont continuer à recevoir les produits de la marque. Donc voilà, cette crise du Covid nous oblige aussi à nous réinventer dans cette relation avec nos clients. Et effectivement, la part du online, offline, la prise de rendez-vous avant faire son achat à travers une visioconf doit maintenant faire partie du quotidien. Parce que certains clients, au-delà de cette crise sanitaire, vont peut-être aussi avoir envie maintenant de faire leur shopping comme ça. Donc, comme je disais, cette crise du Covid nous oblige à nous réinventer. La part du digital va continuer d'augmenter. On voit qu'il y a eu 40% de vrais nouveaux acheteurs en e-commerce. Et on peut s'attendre à un exode urbain qui va redessiner la cartographie. Et puis aussi pour le luxe, les jeunes générations veulent acheter leurs produits de luxe aussi en ligne à 100%. Donc, il faut repenser cette relation et du coup proposer l'expérientiel online et pas seulement offline. On voit les initiatives de Chanel qui a eu un énorme succès car il y a eu 254 000 spectateurs du concert de la chanteuse Angèle, qui est quand même 3 fois la capacité du Stade de France. Il y a Dior qui a créé les Dior Talks, qui est une série d'entretiens autour de l'art et du féminisme, où on peut voir l'initiative de la maison Céline avec le créateur Heidi, qui a proposé les films en streaming, ces films que lui aime beaucoup. Donc voilà, c'est trouver différentes manières de créer de l'expérientiel online pour les clients. Ce n'est pas forcément que les maisons de luxe. Je veux dire, les marques plus mainstream doivent aussi repenser à comment créer une relation avec son client sur le digital. Ouais. Merci Julie, et effectivement, cette collaboration avec Elie Slimane. Et puis, le luxe permet aussi de s'inspirer un petit peu de ce que peuvent faire les marques pour s'adapter. Alors, pour s'adapter à cette tendance, évidemment, de transformation complète des canaux et des moments d'achat, le moment aussi, c'est important parce que comme on va avoir beaucoup de télétravail d'horaires décalés, les peak hours que vous voyez dans vos magasins, par exemple, eh bien, ils vont fortement diminuer. Ce n'est pas sûr qu'on les retrouve un jour. Il va y avoir un étalement du trafic dans les magasins très important. La première recommandation, c'est évidemment de renforcer l'offre omnicanal avec exactement ce que je viens de mentionner, Julie. C'est pour ça qu'on vous donnait quelques exemples en développant cette expérience à la maison de vivre un concert avec 250 000 personnes ou de suivre un webinaire comme celui-ci. Enfin voilà, vraiment une expérience à la maison qui soit intéressante. Le deuxième aspect, c'est de repenser le magasin. Repenser le magasin pour en faire non plus un lieu de trafic, un lieu d'achat, puisque vous ne retrouverez pas les trafics que vous aviez il y a quelques temps. C'est très, très peu probable. Et donc, vous allez pouvoir passer plus de temps avec vos clients dans le magasin. Et surtout, vos clients, ils ne vont pas venir pour la même chose. Ils ne vont pas venir juste pour acheter ce qu'ils avaient besoin d'acheter. Ils vont faire, mais ça va être plus rare. Ils vont venir pour avoir du conseil et ils vont venir pour avoir du service. Et ça va être beaucoup plus fort. Et donc, il faut que les magasins deviennent des lieux vraiment différents, des lieux privilégiés. On va pouvoir avoir le conseil qu'on ne peut pas forcément avoir en ligne et des services à haute valeur ajoutée, parce qu'on va voir dans la dernière tendance que je vais vous présenter, les services à faible valeur ajoutée, entre guillemets, eh bien, les Français sont en train de se rendre compte qu'ils peuvent très bien les faire eux-mêmes. Ils deviennent de plus en plus experts des produits. Et donc, on attend de vos conseillers de vente, de vos magasins, d'avoir un service à haute valeur ajoutée.
Dernière tendance pour qu'on vous libère pour 10 heures comme convenu. Et pour ceux qui peuvent rester encore quelques minutes, on répondra à une ou deux questions, on vous proposera différents outils, différentes mises à jour que vous pourrez avoir. Donc, essayez de rester avec nous si vous le pouvez. Mais avant ça, évoquons la dernière tendance qui est celle… Grégoire, on ne t'entend pas. Vous m'entendez ? Oui, c'est bon, Grégoire, on t'entend. Merci Eva. Donc, poursuivre sur l'apprentissage, les nouveaux savoir-faire. Alors ça, c'est une tendance dont on a un peu moins parlé et pour nous, elle est très importante chez Seaway parce qu'elle va avoir vraiment un impact aussi structurel important. C'est un peu la baisse du prêt à l'emploi, si vous voulez. Alors, le premier chiffre qu'on voulait vous indiquer, qui pour nous a vraiment étonné, c'est notre indicateur Next Trends, donc de suivi d'un certain nombre de phénomènes, qui est celui de l'apprentissage, du mot apprendre. On voit que le mot apprendre, il a explosé pendant le confinement. On a appris à faire plein de choses. Et ce qu'il faut savoir, c'est que traditionnellement, le fait d'apprendre, c'est quelque chose qui est plutôt en baisse dans nos sociétés postmodernes. On apprend de moins en moins. En fait, on délègue les services. On a délégué énormément de choses en rendant le plus de services possible à notre client. On voulait tout faire à sa place et finalement, le client ne faisait plus rien. Il apprenait de moins en moins. Et c'est peut-être la fin de cette ère-là, si vous voulez. En tout cas, on verra, on confirmera si c'est le cas. Parce qu'en tout cas, toutes les thématiques au sujet du mot apprendre ont doublé, plus 92% pendant le confinement. Les Français ont appris à faire du bricolage, de la cuisine, de la musique, du jardinage, de la décoration, voilà, tout ce que vous avez pu faire pendant le confinement. Et puis, vous avez ce fameux proverbe que les économistes du développement utilisent beaucoup, c'est que pour nourrir quelqu'un, il vaut mieux l'apprendre à pêcher que lui donner du poisson. Finalement, on a été dans cette situation. On a beaucoup donné du poisson à nos clients. Et là, nos clients, ils ont appris à pêcher pendant le confinement. Et quand on apprend à pêcher, généralement, après, on sait pêcher soi-même. Et on n'a plus forcément envie qu'on nous donne du poisson. On a plutôt envie qu'on nous dise c'est quoi les bons coins pour aller pêcher, c'est quoi les bonnes techniques, c'est quoi les types de poissons qu'on peut aller pêcher à tel ou tel endroit pour garder la métaphore. Et donc, ça va changer un peu la façon dont les gens vont consommer. Ils vont beaucoup moins consommer du tout fait, du prêt à l'emploi, et plutôt du à faire soi-même, le fameux do it yourself dont on parlait déjà un petit peu avant cette crise. Eh bien, on l'a vu exploser pendant la crise. Et donc là, ça va aussi beaucoup changer la façon dont vous allez vendre vos produits et vos services. Donc évidemment, ce qui a beaucoup explosé, c'est tout ce qui est tutoriel pour apprendre à faire des choses, tout ce qui est fait maison. On a parlé aussi du bricolage, du do-it-yourself. Et donc pendant ce temps-là, on a moins acheté, on pouvait moins acheter de produits neufs. Et donc, on a été obligé de faire avec de l'occasion, du recyclage, de la réparation beaucoup. On a beaucoup vu dans l'automobile aussi, les gens ont réparé leur automobile. On fait beaucoup de peinture, c'est l'activité qui a le plus cru pendant le confinement, c'est la peinture. Et puis, alors ça c'est un peu rigolo ce qu'on voulait aussi vous mettre en avant, c'est que les activités qui ont été faites, elles dépendent beaucoup des générations. Les différentes générations n'ont pas fait la même chose. Et là aussi, ça va être intéressant que vous, dans les produits que vous proposez, de s'adapter aussi aux différentes générations. L'activité qui a beaucoup été faite, surtout par les plus jeunes, c'est la musique. Le fait de se remettre ou de se mettre à un instrument de musique, ça a été une activité qui a été plébiscitée par beaucoup de jeunes. C'est quelque chose qui est assez intéressant dans les impacts que ça va avoir demain. La cuisine, vous le savez, a énormément augmenté pendant le confinement, mais un des aspects qu'on voulait vous mettre en avant sur cet aspect-là, c'est la baisse du prêt-à-manger, ce que j'évoquais. Donc là, on voit dans les chiffres un peu vers le bas, la baisse du chiffre d'affaires de Deliveroo et d'Uber Eats pendant le confinement, moins 30%. Alors, c'est beaucoup lié au fait qu'ils ont qu'ils n'ont pas pu livrer des restaurants partenaires qui étaient fermés, donc ils ont une baisse de l'offre mécaniquement, parce qu'on regarde dans les recherches, ils ont quand même voulu rechercher de la livraison. Mais ils se sont rabattus sur des paniers à faire soi-même, si vous voulez, avec des marques comme Kitok, comme HelloFresh, qui sont de la livraison de produits frais sur lesquels vous faites vos propres recettes, qui, elles, ont augmenté de plus de 100%. Donc, c'est quand même un premier signal du fait que, par exemple, l'attrait pour la cuisine a été fait de faire des choses soi-même. Vous avez vu, il y a eu beaucoup de ruptures de stock sur la farine, sur tout ce qui a été pour faire des gâteaux, par exemple. Et donc, le fait de faire soi-même a été vraiment plébiscité sur la cuisine. Et donc, on peut penser que sur d'autres secteurs, ça sera à peu près la même chose. Simplement, on vous dit aussi qu'avant le confinement, il y avait déjà sur le do-it-yourself des choses qui pouvaient avoir un impact très fort sur le fait de ne pas acheter des produits neufs. Et là, un exemple qu'on donnait, c'était celui de la lessive faite maison. Alors, c'est encore faible, mais vous avez des taux de croissance hors confinement qui étaient à 88% en 2019. Et notre indicateur Next Trends le positionnait à 97 sur 100 comme une tendance long terme, donc une tendance très fortement croissante qui répond également à une ambition plutôt de zéro déchet.
Donc, toutes ces tendances-là, elles sont aussi interconnectées. Le do-it-yourself, c'est aussi une façon d'avoir un impact sur la planète et sur les déchets qui est beaucoup plus faible. Alors, pour s'adapter à cette tendance du fait que les Français ont développé de nouvelles compétences demain, déjà, c'est quelque chose qui, pour nous, est important, c'est de développer l'activité d'après-vente et d'entretien, qui est souvent une activité qui est dévalorisée historiquement. Alors, c'est le cas pour l'automobile, mais ça peut être aussi le cas pour le textile, ça peut aussi être le cas pour un certain nombre d'équipements de la maison, où on ne parle pas assez d'après-vente et d'entretien, où c'est une activité qui est un petit peu dévalorisée, dégradée. Nous, on vous recommande de la valoriser. Comme le font parfois certaines marques de luxe, quand on vous dit qu'un sac de maroquinerie de luxe, il est garanti à vie, qu'on vous le répare gratuitement, etc. C'est un petit peu dans cette notion-là, sans forcément aller dans le schéma du luxe, mais de montrer qu'un produit, ça s'entretient, d'un produit, ça se répare, et que votre marque, elle a un rôle à jouer. Vos clients, ils vont avoir des durées de renouvellement plus longues, et donc il faut que vous renforciez le point de contact avec eux, et l'après-vente, c'est la meilleure façon d'avoir des points de contact avec vos clients et d'encourager leur fidélité. Deuxième aspect, les Français vont faire des créations, ils en ont fait pendant le confinement, ils vont continuer à en faire et ils veulent les partager. On a parlé tout à l'heure d'écosystème. Donc, il faut encourager vos clients à participer à la démarche créative de votre marque en partageant leurs créations, soit simplement sur les réseaux sociaux pour alimenter vos communautés, soit même de façon très proactive dans vos schémas de production pour qu'ils puissent aussi, d'une certaine façon, contribuer au style, au design ou à un certain nombre d'aspects de vos produits. Et puis, le dernier aspect qu'on recommande suite à cette tendance, c'est de proposer des produits, on dit ici décomposés, pour faire en sorte que les clients puissent les faire eux-mêmes et renforcer leur possibilité de customisation. Les Français savent customiser, y compris sur des choses qui n'allaient pas forcément ensemble. Je vais acheter un produit sur une plateforme, un autre produit sur un autre, et je vais les combiner. Et donc ça, il faut que vos clients puissent le faire. Et donc, il va falloir finalement dégrader un peu la finition de vos produits pour renforcer la personnalisation et la customisation. Voilà pour cette cinquième tendance. Voilà, il est 10 heures. Là, l'idée, c'est qu'on puisse répondre rapidement à quelques questions et puis surtout qu'on vous montre comment on pourrait poursuivre le suivi de ces tendances, comment vous pouvez continuer à bénéficier des insights du type de ceux qu'on vient de vous présenter. Et nous, ce qu'on veut, c'est renforcer la vigilance, renforcer votre vigilance, puisque les mois qui vont venir vont être des mois décisifs pour s'adapter à ces tendances. Simplement pour vous dire que cette étude, elle sera mise à jour de façon régulière, alors à minima trimestrielle. S'il y a des besoins pour qu'elle le soit plus, on sera à votre disposition. Mais on les suivra régulièrement pour vérifier si les projections qu'on vous propose, ou en tout cas le fait qu'on pense que ces 5 tendances sont celles qui vont transformer la consommation de demain, est-ce que ce sera toujours le cas? Est-ce qu'il y en aura d'autres? On vous donnera rendez-vous à plusieurs reprises pour le faire. Et puis, un petit mot tout de même sur les outils qu'on met à votre disposition. Peut-être, Julie, tu veux en dire un rapide mot en 2 ou 3 minutes? Oui, alors, donc cette présentation a été rendue possible grâce à l'outil NextTrend qui a été développé par l'équipe Seaways, en grande majorité composée de data scientists. D'ailleurs, cet outil nous a qualifiés comme entreprise innovante de la part de la BPI. Donc, c'est un point assez important à souligner. Comment fonctionne NextTrend? En fait, NextTrend aspire un large panel de sources dont vous avez quelques exemples ici, tels que des moteurs de recherche, des réseaux sociaux, des sites de e-commerce et des données publiques. Cela va composer et va nourrir notre base de données qui actuellement comporte 25 000 marques et 170 000 expressions et mots-clés. Donc, autant dire qu'on arrive à écouter et sentir la tendance dès qu'elle arrive. Ensuite, on catégorise les tendances donc, et on en fait une modélisation de dire à 3 mois, à 6 mois, à 1 an, comment va se comporter cette tendance. De catégoriser les mots-clés, ça nous permet aussi de créer des indicateurs
Ces indicateurs dont vous avez vu quelques exemples nous permettent d'avoir des tendances sociétales, des tendances de style, des tendances de marque, des tendances de coloris. Enfin, voilà, ça peut s'appliquer à beaucoup de secteurs. Actuellement, on l'utilise beaucoup dans le secteur de la mode, de la beauté, l'automobile et la food. Mais voilà, donc pour l'instant, on arrive à bien sentir les tendances. Le mobilier aussi, on l'utilise beaucoup pour voilà, savoir connaître les envies des consommateurs, surtout que les tendances changent de manière exponentielle. Ces tendances, on est capable de les géolocaliser. Donc, on est capable de vous dire, dans cette région-là, les consommateurs sont plutôt en attente de ce type de produit, ou de faire des comparatifs de tendances au sein de différents pays. Enfin, voilà. C'est un outil qui est très flexible et peut vraiment s'adapter très facilement aux besoins de chacune des marques et des secteurs. D'autant plus qu'il y a eu un très gros travail, comme je disais, de catégorisation des tendances et de cette création de mots-clés qui fait qu'on nettoie la tendance du bruit et qu'on arrive vraiment à bien cerner la tendance et la localiser et même avoir un profil de consommateur. Sur la slide suivante. Donc ici, c'est simplement un exemple pour vous dire à quel point on pouvait voir les choses avant même que les enquêtes en parlent, donc la tendance de la collapsologie. Nous, c'est déjà dès mi-2018 que nous l'avions vu. Donc ça, c'est un des nombreux exemples que l'on a avec Nextrend, c'est que en fait, on peut sentir les vagues dès qu'elles arrivent. Et vraiment, décembre, enfin le dernier trimestre 2018, nous en parlions déjà beaucoup à nos clients. Donc voilà, de voir ce changement des consommateurs. Une des forces de Nextrend, c'est qu'on est capable de classer les tendances. On est capable de classer des marques aussi par catégorie de produits. Alors, on va donner un exemple, le sac. On est capable de classer toutes les marques dans un pays, dans une ville, dans une région. Et donc là, c'est un exemple de mapping des tendances sociétales de consommateurs. Donc, vous avez l'axe vertical qui est la part de la population concernée et l'axe horizontal qui est plutôt la force de la croissance de cette tendance. Ici, donc, on vous a mis des petites flèches sur ce qui a le plus évolué durant cette crise du Covid. Donc, on va partir de la part de la population la plus concernée, donc le prêt-à-manger, lui, a diminué. Et effectivement, il a toujours une part de population assez importante, mais ce n'est pas ce que les consommateurs ont le plus recherché. En revanche, le bio, lui, vend en poupe parce que ce côté sanitaire, ce côté bio a beaucoup rassuré les consommateurs et donc ont aussi été prêts à mettre plus d'argent pour mieux manger. Le drive est l'autre grand gagnant de ce confinement. Effectivement, là aussi pour des questions sanitaires, on n'a pas besoin de rentrer à l'intérieur du magasin, donc dans un espace confiné. On peut simplement passer commande et récupérer ces produits. Je précise, Julie, que le drive était plafonné. Diminué, ce sont les... Je suis précis. On voit aussi que ce qui a diminué, ce sont les cadeaux expérientiels ou le shop-in-shop. Effectivement, c'est tout ce qui est là actuellement. Il n'était pas possible durant ce confinement de faire l'expérience comme on a les cartes cadeaux pour partir en voyage. Enfin, voilà. Donc ça, c'était plus difficile. Et on voit qu'un qui a beaucoup augmenté dans les tendances qui vont percer lentement, mais là, effectivement, ça a donné un grand coup de boost, ce sont les circuits courts. Donc, effectivement, on parlait auparavant des écosystèmes de proximité. Eh bien, voilà, les circuits courts ont eu une forte augmentation et on voit que les gens sont très attentifs à la localisation de leurs achats.
notamment dans l'alimentaire, et qui vont vouloir favoriser les agriculteurs à côté de chez eux plutôt que d'acheter des produits même provenant d'autres pays européens. L'anti-gaspillage, effectivement, continue d'augmenter. Donc là, on voit, c'est la tendance qui est en bas à droite. Effectivement, dû à la crise, les gens font attention et ils ne veulent pas gaspiller. Et le DIY aussi est en forte augmentation. Effectivement, on n'avait pas tous les services et toutes les entreprises qui auraient pu venir nous aider ou nous proposer des solutions toutes faites. Il a fallu le faire par soi-même. Et ça a été aussi prendre le plaisir de faire les choses par soi-même, qui est beaucoup ressorti de cette crise. C'est prendre le temps, la slow life, slow fashion. Le DIY fait aussi partie de cette tendance-là où on prend le temps de faire les choses et on apprécie justement ce processus de faire. Et donc voilà. Donc ce sont un petit peu les tendances qui ont le plus évolué durant cette crise. Une autre illustration de ce qu'on est capable de faire avec Nexttrend. Donc ici, c'est le marché du luxe. Et on a comparé la reprise du marché du luxe à partir de la 3e mort du Covid. Donc ça nous permettait de mettre un J0 qui était similaire pour tous les pays. En fait, on voit que la France est repartie très fortement sur le marché du luxe. L'Allemagne aussi, mais elle n'a pas connu le confinement que nous avons connu. Donc, la France, c'est quand même un beau succès et assez rassurant de voir qu'elle repart aussi fortement. On voit que la Chine est pas loin de revenir à son niveau de début de crise, alors qu'on a eu l'impression que la Chine repartait plus facilement. Après, il ne faut pas oublier que la Chine a eu un confinement beaucoup plus long que le nôtre. Donc, sa crise, elle, a commencé mi-décembre. Il y a eu le 3e mort du Covid, mais déjà janvier. Et ils ont été déconfinés pratiquement en même temps que nous, à 2-3 semaines près. Donc, elle a eu une crise plus longue. Et le marché du luxe semble repartir bien, mais c'est plus lent. Le marché qui a beaucoup de mal à repartir, c'est le Japon, parce qu'il n'y a pas eu, là aussi, de la part de l'État, des prises de décision aussi fermes qu'on a pu connaître en France. Et donc, pendant un temps, et dû aux Jeux Olympiques, ils ont préféré un petit peu dissimuler cette crise qui s'est installée avec beaucoup de force. Et donc, maintenant, ils ont du mal à repartir. Un petit peu la même analyse peut être faite pour les États-Unis, où là, selon les États, le déconfinement n'est pas appliqué de la même manière. Et on voit qu'ils ont du mal à faire baisser leur nombre de cas du Covid, alors que pour notre pays, par exemple, c'est quand même sous contrôle. Voilà, donc ça permet bien de voir ces différences. Le pic, c'était aussi pour la France lié aux effets d'annonce des marques de luxe, disant qu'elles allaient augmenter leurs tarifs, ce qui a créé un pic d'achat aussi par anticipation. Mais voilà, la France, ça reste quand même sur une tendance. Merci beaucoup, Julie. Merci beaucoup, Julie, pour ces différentes évolutions. Là, vous voyez effectivement sur ce que vient de montrer Julie que tout ce qu'on vous a montré, principalement sur la France, on peut le faire sur tous les pays. On l'a fait sur tous les pays. Ça permet aussi d'avoir une vision comparative vraiment de la reprise dans les différents pays. Et vous savez que dans la période actuelle, c'est extrêmement compliqué à lire compte tenu des politiques spécifiques à chaque pays et de la situation sanitaire. Je réponds très rapidement aux quelques questions qui ont été tout de même posées. Il y avait une question sur les tendances de mobilité, savoir si les tendances de mobilité allaient considérablement changer. C'est vrai qu'on l'a un peu moins évoqué ici, mais pour votre information, on a un autre webinaire qui s'appelle Webinoto qu'on fait tous les mois actuellement, qui est dédié au marché automobile, qu'on suit vraiment de façon très précise, qui est plutôt un marché qui repart bien, parce que vous l'avez entendu, il y a eu un plan de relance sur l'automobile qui est assez intéressant pour les ménages. Jade l'a évoqué tout à l'heure, le fait qu'il y a quand même des ménages qui avaient l'intention de continuer à acheter une automobile. Et puis, les conditions sanitaires dans lesquelles nous sommes sont quand même des conditions qui sont propices à l'usage
de la mobilité individuelle. Donc là, les politiques publiques ont beaucoup poussé le vélo et les consommateurs ont bien répondu parce qu'ils ont beaucoup sollicité ce marché-là. Probablement que des pistes cyclables qui ont été créées pendant la crise vont perdurer. Peut-être qu'on ne réouvrira jamais la rue de Rivoli à Paris. Nous verrons. Néanmoins, il est assez peu probable qu'à terme, ce soit le marché automobile qui en bénéficie, compte tenu du contexte actuel sur la mobilité, qui est plutôt propice à des mobilités douces et à une offre de transport collectif un petit peu plus adaptée aux mobilités, notamment qui ne sont pas des mobilités en étoile, que ce soit sur la région parisienne avec le Grand Paris ou sur le réseau national avec des relations de ville de province à ville de province qui vont se créer. Donc, tout ça fait que sur la mobilité courte distance et sur la mobilité longue distance, il va y avoir des changements assez importants du fait d'une moindre mobilité globale qui est due au télétravail. Et ça, c'est un vrai enjeu pour les acteurs de la mobilité. Et puis, une mobilité qui sera nécessairement plus respectueuse de l'environnement et qui devra donc répondre aux critères qui sont aujourd'hui les critères environnementaux qui ont été édictés et qui n'ont pas été pour l'instant revus, contrairement à ce que demandaient certains constructeurs automobiles. Le plan de relance, il est vraiment centré sur la mobilité verte et la mobilité électrique. Donc pour ceux que ça intéresse, on aura un autre webinaire sur ce sujet-là. Je crois qu'il y avait une autre question, une dernière question sur la partie innovation qu'on n'a pas complètement ici abordée, mais je pense que vous l'avez un petit peu senti sur les enjeux qu'il va y avoir pour l'innovation demain. L'innovation, ça a beaucoup été créé de nouveaux besoins finalement dans les dernières décennies. Ça va toujours être le cas évidemment, mais ça va beaucoup être centré sur la façon dont on va fabriquer les produits et pas uniquement sur le besoin final auquel on répond. Et la façon dont on va créer les produits, c'est aussi beaucoup la transparence sur la confection. Et puis, je l'évoquais tout à l'heure, la co-conception. Alors, la co-conception, ça peut prendre plein de formes. Ce n'est pas forcément un client qui vient dans un atelier pour designer une voiture ou pour designer un produit. Ça peut prendre plein d'autres formes, mais en tout cas, d'impliquer le consommateur dans la création des produits pour qu'il soit également acteur. Ce qu'on résumait dernièrement dans une autre intervention, c'est qu'avant, les marques avaient des valeurs et les clients s'adaptaient finalement aux valeurs de ces marques. Et là, on est un petit peu en train de changer de paradigme. C'est les clients qui ont des valeurs, les valeurs écologiques, sur Black Lives Matter, sur plein d'autres sujets. Et que c'est aussi aux marques de s'adapter aux changements de valeurs de leurs clients. Et pour ça, il faut que les clients aient un peu plus de poids, un peu plus de rôle dans les processus d'innovation des différentes marques et des différents produits. Voilà pour ce webinaire qui est, j'en suis désolé, très riche en chiffres. Vous avez été submergé de chiffres pendant le confinement, à la sortie du confinement. C'est encore le cas ici, mais ce qu'on a vraiment voulu dans ce webinaire, dans cette intervention, c'est vous synthétiser. Vous avez vu qu'on a utilisé beaucoup de sources, des réseaux sociaux, des moteurs de recherche, mais aussi beaucoup de sondages de nos partenaires, Kantar, Harris, Ipsos, avec lesquels on travaille beaucoup et qui ont beaucoup travaillé aussi pendant cette période pour comprendre les comportements des consommateurs. Donc, on a vraiment voulu vous synthétiser ça pour que vous ayez quelque part un document qui vous récapitule un petit peu ce qu'il ne fallait pas rater à cette sortie de confinement. Donc, n'hésitez surtout pas à nous contacter. Je crois qu'on a nos contacts qui sont derrière et qui vous seront envoyés. La présentation également vous sera envoyée. Et on reste à votre disposition éventuellement pour échanger sur des choses que vous souhaiteriez creuser. N'hésitez pas évidemment à nous contacter et puis on vous enverra un peu tous les éléments très rapidement grâce à Eva. Merci Eva effectivement de mettre nos contacts. Donc Eva qui est notre directrice de la communication qui a organisé ce webinaire et que je remercie et à votre disposition pour tous les documents. Julie qui est intervenue et donc qui s'occupe plus principalement de l'outil Nexttrends. Et donc, elle sera capable de vous montrer plein de choses sur ce que fait l'outil, en quoi il peut répondre à vos enjeux stratégiques et opérationnels. Et puis, pour ma part, donc Grégoire Mialet, je suis également à votre disposition, président de Seaways. On travaille beaucoup sur les sujets de la consommation, sur le retail, le fashion, les cosmétiques, l'automobile, la mode. Sur tous ces secteurs-là, on a nos experts qui sont aussi à votre disposition pour échanger. Merci beaucoup de votre attention et à très bientôt pour un nouveau webinaire.